Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Pour une fois, ce ne sera pas vraiment du spécial, on pourrait dire littérature générale, mais comme il y a un peu deux essais, on va dire, je suis pas sûre de pouvoir mettre ça. On va commencer avec Vivre de Mireille Fargier-Caruso aux éditions Bruno Doucet, c'est de la poésie. Je sais que vous n'êtes pas friand de poésie sur la chaîne de ce que j'ai vu en termes de stats. Je suis pas regardé les stats, mais je me suis retrouvée dessus par hasard. J'ai constaté que oui, les vidéos spéciales poésie ne marchent pas trop. Je suis un peu triste de ça, mais c'est pas grave, tant pis. Ici, en fait, une poétesse que je découvre alors qu'elle a quand même un sacré bagage derrière elle, quand même. Elle commence avec un poème qui parle de ces pauses qu'on doit prendre parfois dans la vie. Je suis en plein dedans, comme vous le savez, donc forcément ça m'a parlé, mais elle parle aussi du fait que même si on prend une pause, le temps continue de s'écouler, et c'est pas pour autant que c'est une nouvelle chose, bien au contraire. Elle parle aussi de ces pauses qui s'appellent vacances, qui s'appellent voyage à travers le monde. Euh, et après, elle parle aussi de... Elle a un petit côté critique de la société où elle montre que sur deux trois poèmes, il n'y en a pas beaucoup, mais en même temps, le peu qu'il y a, il vous marque. Ouais, grosso modo, elle en vient à la conclusion que on est dans un monde qui privilégie l'argent à l'humain. Je suis tellement d'accord avec ça. Sauf que ça peut entraîner beaucoup de choses négatives, pas seulement sur le plan humain, mais aussi sur d'autres plans. Elle parle de la fermeture des commerces de proximité parce que les gens cherchent la facilité entre les commandes internet, les hypermarchés et compagnie. Je suis on ne peut plus d'accord avec ça aussi, étant donné que moi-même je vis dans une ville où on a un seul supermarché, et encore je suis même pas sûre que c'est le nom de supermarché. On a un café, on a deux coiffeurs à ma connaissance. Je sais pas où, il y en a un je sais où il est, mais l'autre je sais qu'il a ouvert, mais je sais pas où il est. Je crois que c'est même pas loin de chez moi en plus. En même temps, sérieusement, dans ma ville, en 10 minutes, moi je suis à un bout de la ville. Le centre-ville, il est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc vous dire comme c'est petit, hein, je pense que on peut faire très vite le tour de la ville à pied. Là, comme ça, à vue de nez, je pense qu'en une demi-heure, ça peut être bouclé. Trois quarts d'heure, aller grand max à pied, ça peut être fait. Si on fait tout le tour, hein, chaque rue, je sais pas. En voiture, je vous en parle même pas. Hein. Je me suis déjà retrouvée à faire tout le tour de la ville parce qu'en fait, il n'y a que des sens interdits. Donc vous pouvez pas vous tromper de route, aussi bien pour l'aller que pour le retour. Ce qui est pratique, soit dit en passant, ça évite la GPS. Elle parle aussi beaucoup de musique. On sent une dame qui est passionnée de musique. Il y a un champ lexical dessus et ce qu'elle en dit est tellement juste. Moi-même, j'ai fait partie de ces personnes qui écoutaient la musique tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps. Bon, maintenant, j'y arrive plus. Mon hypersensibilité joue. Surtout au niveau des sens, mes sens se sont vraiment développés, et pas seulement Louis, mais Louis plus particulièrement quand même. Moi maintenant j'ai un peu de mal. Là par exemple j'entends, j'ai ce truc là, je sais plus ce luminaire là qui est à côté de moi, il est loin pourtant et j'entends le bruit de l'ampoule. Moi c'est à peu près ça tout le temps. Quelquefois c'est l'horloge qui est juste là, j'entends le, le mécanisme de l'horloge alors que les gens ne l'entendent pas habituellement. C'est vous dire le truc. Ouais si c'est celui-là. Et en fait c'est mon oreille droite qui est plus sensible que l'autre. Donc moi la musique c'est bien mais quand j'ai envie en fait. Mais sinon je raffole de musique. Le petit clin d'œil qu'elle fait à la musique aussi dedans que j'ai beaucoup aimé. Au début je croyais que c'était involontaire, que c'était juste le hasard qui avait voulu ça et en fait non elle le fait exprès. C'est à la fin de certains poèmes elle met une phrase qui est vraiment une phrase qu'on a entendue dans une chanson hyper connue du type jouer du piano debout. Voilà. Quand je dis que c'est hyper connu, du coup ça vous fait sourire et ça enclenche un mécanisme, l'automatisme du cerveau qui se vous renvoie directement à la chanson. Et en fait c'est le principe même de la poésie, au niveau émotionnel c'est pareil. Vous allez lire un recueil, un poème va vous faire émerger une émotion qui vous renvoie à un souvenir, c'est un peu ça l'idée. Alors quelquefois le souvenir ne revient pas, mais si vous ressentez cette émotion, c'est que ça a fait un écho par rapport à votre propre vie. Et c'est un peu ce que j'ai eu sur quelques poèmes dedans, je crois qu'il y en a deux ou trois peut-être, deux, trois pages comme ça, où j'ai pas compris les poèmes. Je les ai même relus, mais j'avais toujours l'émotion hyper violente. C'est même les poèmes où l'émotion était la plus intense.
Et je comprenais pas le sens du poème pour autant. Mais en même temps, je me disais, mais si tu le ressens, c'est que ça fait écho à quelque chose. Et j'essayais de chercher, mais bon, moi quand ça veut pas, ça veut pas. Et du coup, c'est pour ça que je vous dis la poésie, même si vous comprenez pas, parfois c'est pas grave. Il faut juste vous dire que ça fait écho à quelque chose. Et d'ailleurs, elle a fait un super poème là-dessus, sur cette poésie qui parfois, vous savez pas en fait ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Je n'ai pas mis de post-it malheureusement, donc je ne pourrais pas vous le lire, alors qu'habituellement je le fais. Voilà, c'est juste une strophe. Comme dans le poème, quand tu tentes de cerner avec les mots toutes ces dimensions. C'est juste la fin de ce poème, en question. Mais c'est exactement ça en fait. Je suis tellement d'accord. Bref, je vous laisserai découvrir le reste. Il y avait un autre truc qui me semblait... Je souris parce qu'en fait c'est surtout à la fin qu'elle a mis beaucoup de choses avec de la musique, c'est pour ça. Alors comme je vous renvoie aussi à ma chronique écrite, parce que là je l'avais vraiment écrit juste après lecture du recueil. C'est ce que je devrais faire en fait sur la poésie, c'est faire vraiment mes avis à chaud ou dans la semaine qui suit, parce qu'après je risque d'oublier. Et là en fait j'avais tourné la vidéo, mais j'ai perdu ma carte mémoire comme vous le savez, donc j'ai oublié de recommencer. Mais j'ai plus mes notes depuis. Éloge de la faiblesse d'Alexandre Jolien aux éditions Marabout. Il imagine une discussion entre lui et Socrate, où il fait le point un peu sur ce qu'il a vécu, surtout par rapport à son handicap. On le ressent comme ça en tout cas. Moi je l'ai lu parce que j'ai déjà lu quelque chose autour de la faiblesse qui était extraordinaire, qui remonte à 2017. Donc la vie est sur le blog. J'essaierai de vous remettre le lien si j'y pense. N'hésitez pas à me dire si j'oublie. Il y a des fois ma mémoire elle flanche un peu. Surtout j'ai un trouble de l'attention, donc il y a des moments je dis je vais vers ça et puis finalement je pars de l'autre côté, et puis même quand je suis partie de l'autre côté je vais retourner ailleurs. C'est un peu ce que je fais tout le temps, mais c'est pas grave, c'est rien. Donc j'ai lu ce livre en attendant à peu près la même chose que ce livre dont je vous parle, et pas du tout. Je n'ai pas ressenti ça. En fait, il parle de ce qu'il a vécu quand il était plus jeune, lorsqu'il a été mis dans un centre pour les personnes handicapées, comment que ça se passait là-bas, et c'est monstrueux, enfin, honnêtement. Je vais revenir un peu sur ce que j'ai dit dans une autre vidéo, c'est cette pseudo-bienveillance qui n'en est pas. Du coup, à un moment donné, lui se retrouve à retrouver le monde extérieur qui, lui, n'est pas bienveillant, le monde extérieur n'est pas très ouvert forcément sur la question du handicap, et qu'il a dû un peu, pas forcément se battre, mais trouver les bonnes armes pour pouvoir être accepté tel qu'il est, et sans qu'on regarde juste son handicap. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché avec ce livre, parce que moi j'ai dû un peu faire le combat inverse. Moi pendant longtemps je ne me suis pas considérée comme ayant un handicap, comme on m'a dit, ce que tu as c'est pas grave, ça se soigne, tu vas très bien vivre, tu vas vivre normalement et tout ça, donc moi j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit, j'ai vécu normalement, sauf que non, le handicap invisible est un handicap quand même, donc moi j'ai dû faire le chemin inverse, il a fallu que je me prenne un mur pour dire, oui bon en vrai, ok ça se soigne, t'es stabilisé, mais ton handicap il existe toujours. Contrairement à lui. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché, parce que moi j'ai dû apprendre à me dire que si j'ai un handicap, je ne suis pas en pleine santé. Et c'est ça le problème en fait. Je pense sincèrement ça. Même si ça donne une bonne leçon de tolérance, du fait dans son cas, alors je suis admirative parce que du coup il a défié toutes les statistiques et il les a couchées par terre, voilà, il les a laminés. Il a montré, la preuve, c'est un des philosophes français qu'on connaît le plus, et je trouve le plus sympathique qui soit. Moi j'aime beaucoup Alexandre Jolien, je l'adore, parce qu'en plus le point commun que j'ai avec lui, c'est peut-être pour ça que je voulais lire aussi, c'est qu'il est bourré d'angoisse et d'anxiété. Je suis pareil, alors moi je me laisse un peu vivre actuellement, mais ça va peut-être bouger prochainement. Je sais pas encore quand, mais ça va peut-être bouger. Enfin ça a commencé à bouger, déjà ça. Mais ouais, je sais pas, j'attendais autre chose. J'attendais vraiment autre chose. Je ne saurais pas vous dire quoi. La sommeuse de Modou de Franck Andrea aux éditions Renaissance du livre. Ça faisait longtemps que je vous en avais pas présenté de roman de ce monsieur.
Ici on suit Clément qui est un homme qui a la quarantaine si je me souviens bien. Il a une fille de 15 ans qui s'appelle Nour. Il n'est pas loin de la quarantaine en tout cas. Et en fait il a rencontré une femme qui a elle-même un enfant d'une précédente union. Et en fait il décide de suivre une thérapie. On sait pas au début, on sait pas trop pourquoi, mais on va très vite apprendre ce qui s'est passé avec son ancienne compagne. Et on comprend très bien pourquoi il est plus avec elle. Et on découvre aussi rapidement qu'il y a un problème avec le père. Il y a un problème avec le père parce qu'il ne l'a pas connu, mais sa mère lui a tellement mis dans la tête depuis qu'il est tout petit que c'était un monstre, que lui il a pris ça pour argent comptant et qui se dit que lui est un problème. C'est un peu ça l'idée, alors que quand on découvre la personnalité de Clément, on voit un homme charmant, respectueux, ayant une culture incroyable, très calme, très doux, pas forcément parfait pour autant, hein, mais quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui en respecte ses principes, qui a enseigné ça à sa fille, donc sa fille Nour, qui est, je cite, porteuse de lumière. Je dirais au-delà de porteuse de lumière, c'est que Nour, dès qu'elle apparaît, la pièce s'illumine, il se passe quelque chose. En tout cas, elle a une façon de s'exprimer qui est juste extraordinaire. On rêve tous d'adolescents qui s'exprimeraient comme ça. Elle a une forme de sagesse qui la rend pas bien plus mature qu'elle ne devrait l'être. Et c'est un peu elle qui va être à l'initiative un peu de comprendre pourquoi ce qui se passe avec le père de Clément. Et du coup, Clément va affronter forcément ce père à un moment donné parce que pour avancer dans sa thérapie, il n'a pas trop le choix. Sauf que c'est compliqué et en fait cet affrontement entre guillemets va révéler des secrets enfuis. J'avoue que je n'ai rien vu venir sur ces secrets-là. Pourtant, c'est ce genre de sujet tabou dont on parle pas en fait. On parle d'une... En fait, c'est un sujet dont on parle en France, mais pas au sein d'une famille. On en parle de manière globale. Sauf qu'au sein d'une famille, c'est pire, je pense, sincèrement. C'est ce genre de secret enfin, c'est ce qui se passait il y a très longtemps. Aujourd'hui, je pense pas que ça se passe encore, mais je pense que si, ça peut encore se passer. Très sincèrement. C'était très beau. Pour avoir lu du Franck Andria déjà avant, je le mettrais pas comme le meilleur, même s'il est très bon et même si rien que pour le personnage de Nour, je vous le recommande plus, parce que Nour est ce genre de personnage. Il y a des gens comme ça qui ont cette capacité à faire ça, à tellement parler, tout en disant des choses très justes, en allant droit au but, sans manquer de respect. Alors qu'en temps normal, moi si je fais la même chose, ça blesserait, ça ferait du mal, la personne se braquerait. Elle non. Elle arrive à manipuler les choses, à dire les choses de telle manière qu'elle obtient ce qu'elle veut. Je sais pas, je suis admirative de ces gens-là. Bref, tout ça pour dire que c'est un très beau roman quand même. Suite de la vidéo avec Panayotis Pasco, la prochaine fois que tu mordras la poussière aux éditions Stock. Tout le monde en a entendu parler, si ça vous saoule, restez parce qu'on sait jamais, je pourrais peut-être apporter un petit plus. Je suis pas sûre que je dise vraiment beaucoup plus que ce qui en a été dit. En fait, quand je l'ai fini, bah déjà, pour l'histoire, en fait, quand j'ai su qu'il allait sortir, je l'ai su avant les annonces, parce que ma libraire avait reçu le service presse dans les présentations aux libraires. Et elle nous l'avait montré, alors on était deux là autour de la table à dire je le veux. Bon, l'exemplaire qu'elle a eu, c'est pas moi qui l'ai eu en premier, voilà, moi j'ai acheté le deuxième. Et à la base, j'ai failli sauter dessus parce que j'aime beaucoup Panayotis Pasco, que j'avais découvert à l'époque du quotidien et du grand journal, du petit journal du moins. Et après, j'ai pas suivi pour autant sa carrière, mais je le voyais passer un petit peu de temps en temps sans forcément me pencher sur son travail. Et du coup, j'avais très envie de le lire. Je sais pas pourquoi, je l'ai vu, je me suis dit, je le veux, c'est tout. Il y a ces livres comme ça, vous savez pas expliquer. Enfin, moi, ça m'arrive de temps en temps, des livres comme ça où je les regarde, je les veux tout de suite maintenant. Je sais pas pourquoi. C'est très rare maintenant ce genre de situation, mais quand ça arrive, c'est qu'il y a une raison. Du coup, bah, je l'ai acheté en me disant, rappelle-toi juste qu'il n'est pas écrivain à la base, parce que c'est aussi un peu ce qui m'a un peu freiné à la base, c'est que j'essayais de me calmer en me disant,
il n'est pas écrivain. C'est pas parce que tu aimes beaucoup ce monsieur que forcément le livre sera de qualité. J'essaie de me méfier un peu de ces livres où on vend plus une personne qu'un contenu. Mais là, quand je voyais qu'on vendait le contenu aussi, je me dis, ça peut être intéressant. Eh bien, j'ai bien fait. J'ai bien fait de le lire parce que je me suis pris une claque monstrueuse. Pour l'histoire, Panayotis Pasco, pour dormir, avait besoin d'écrire. Alors moi, ce besoin d'écrire pour évacuer ce qui se passe dans la tête, je l'ai. Hein. Alors j'ai pas la plume qu'il a, hein, honnêtement. Moi, si vous lisez mon journal, enfin mon carnet d'écriture, c'est horrible. Je déteste l'écriture que j'ai, je l'aime pas, c'est tout. Mais bon, bref. Le principe, c'est de se défouler. C'est pas que ça plaise, c'est que ça défoule. Et en fait, on se rend compte qu'il a un rapport au père très complexe, qu'il a refusé, il a rejeté son homosexualité, donc après il était un peu obligé de l'accepter parce que sinon il devient fou. Et en même temps, il a cette dépression mélancolique, parce que je ne savais pas qu'il existait plusieurs formes de dépression, enfin que c'est beaucoup plus vaste comme sujet qu'on l'imagine. Lui c'est de type mélancolique, donc c'est héréditaire et c'est un traitement et une thérapie aussi. Donc forcément, je pense que ça m'a forcément parlé. Vous voyez les post-it, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a une page, j'ai le souvenir surtout de ça, c'est de cette page où il parle d'une crise d'angoisse qu'il fait juste avant de faire un spectacle, et dans le parking il fait une crise d'angoisse monstrueuse. Lui, sa technique, je ne la connaissais pas. Je me dis qu'à l'avenir, si j'en fais une, il va falloir que je prenne cette technique-là peut-être. Moi maintenant, mes crises d'angoisse, c'est au moment où je vais me coucher. Je commence à m'endormir et d'un coup le cœur palpite un peu trop, et là c'est mon cerveau qui envoie le message genre calme-toi, c'est bon, tu vas dormir là, donc t'as pas de raison de t'angoisser. Moi c'est comme ça que je me calme toute seule en fait. Mais puis exercice de respiration, j'avoue que le yoga m'a beaucoup aidé me concernant. Le concernant, lui, sa technique est particulière mais elle semble fonctionner, donc voilà. Et il fait quelque chose que moi j'ai encore du mal à faire, c'est accepter l'émotion. C'est dire, si là maintenant ça a lieu, c'est qu'il y a une raison, donc il faut que je laisse faire. Pas trop non plus, mais il faut que je laisse ça sortir. Parce qu'il y a une raison. Il y a quelque chose qui se passe là-haut qui a un impact sur le corps. C'est un peu ça l'idée, que je connais tellement. C'est un livre où le style... Alors c'est sûr que si vous cherchez un style d'écriture bien particulier, c'est pas ce qu'il faut lire. Mais honnêtement, l'écriture, vous allez l'oublier. Vous allez vous prendre une telle claque. Je me souviens pas d'avoir lu un roman qui soit aussi percutant, qui soit aussi sincère. C'est surtout la sincérité qui est juste incroyable. Et réussir à garder un minimum de... je dirais pas pudeur, mais dans l'esprit c'est ça. Un minimum de pudeur tout en étant aussi franc. Parce qu'il parle de sujets que normalement, il y a certains sujets, 2-3 sujets. Je n'aime pas ça dans les livres. C'est un truc, comme c'est en plus de plus en plus présent dans les romans à l'heure actuelle qui sortent, c'est encore plus compliqué pour moi. Parce que j'ai ça en horreur de base, donc là maintenant c'est encore pire. Dès que je vois ces mots-clés en 4ème de couve, généralement le livre, je l'achète pas. Donc c'est les 3/4 de ce qui sort, donc c'est bien, je fais des économies. Mais lui c'est passé parce que derrière il y a un message qui passe, il y a quelque chose qui... Il explique un peu les mécanismes qui se passent, enfin, de défense qu'il a mis en place en vrai, pour essayer d'être comme tout le monde. Dois-je rappeler que nous ne sommes pas les uns et les autres comme tout le monde. Il n'y a pas de tout le monde et les autres, et moi, on va dire. C'est pas vrai, on le sait tous, mais on peut pas s'empêcher de le faire parce que société. Bref, tout ça pour dire que ce livre est une véritable claque. Je l'ai fini, j'étais assise ici même. Je suis restée le livre dans les mains comme ça, à le regarder et à me dire qu'est-ce que je ressens. Et il y avait trop de choses. Mon cerveau il a fait un bug et je suis restée figée à rien faire. Et après je me suis dit mais il va falloir que j'en parle sur mon blog, en chaîne YouTube. Que dire? Que dire? À part que c'est une grosse claque. Et qu'il faut vraiment le lire parce que c'est des sujets certes universels, mais la façon dont il en parle est tellement juste que j'aime bien regarder en plus les interviews qu'il a faites depuis parce qu'on apprend des choses à chaque fois sur lui. J'ai vu un peu ce qu'il lisait d'ailleurs sur l'émission, avec l'émission Combini. C'est pas j'irai pas vers ces livres là parce que je lirai pas que des choses déprimantes honnêtement.
Moi j'ai besoin aussi de me détendre. Donc je regarde un peu ce que j'ai mis comme post-it, parce que là j'en ai trop. J'aurais pu en mettre plus, je pense, sincèrement. Ah oui, j'ai mis ça. Sur ce qu'il a appris par une hypnothérapeute qui lui parle de l'énéagramme. Je ne connais pas du tout moi personnellement. Un schéma simpliste selon lequel il n'y aurait en gros que 9 archétypes de personnalité souvent basés sur une blessure de l'enfance. Euh, J'aurais bien aimé qu'il parle des autres. J'aurais bien aimé parce que ça m'intéresse comme sujet pour voir un peu ce que moi ça dirait un peu. Et enfin, Fatou Diom, le verbe libre ou le silence. J'hésite encore si je mets coup de cœur ou pas. En tout cas, coup de gueule, ça c'est sûr. Coup de gueule pour elle, hein, parce que j'ai mis un post-it honnêtement, mais j'ai failli en mettre à chaque page quasiment. Pour vous dire, je ne sais ce que je préfère entre la qualité et la qualité aussi bien sur le fond que sur la forme. Je ne sais pas laquelle je privilégierais en premier. Euh, Parce qu'il y a tellement de vérité dans ce livre pour revenir aux bases un petit peu. En fait, Fatou Diom a longtemps été publiée et a eu toujours une véritable liberté en tant qu'autrice dans le choix de ce qu'elle publiait et de ce qu'elle écrivait. Elle a toujours écrit ce qu'elle voulait. Jusqu'au jour où la cavalière débarque. Elle l'appelle vraiment la cavalière, cette dame. Cette dame est une responsable édito, sa nouvelle, qui l'appelle et en guise de présentation, on lui dit bonjour, je suis votre nouvelle responsable édito, écoutez, on va prendre le temps, on verra plus tard, enfin vraiment juste se présenter et on verra le reste plus tard. Non, elle l'appelle je suis votre nouvelle responsable édito, j'ai vu votre truc, votre nouveau manuscrit, il est génial, mais il faudrait changer ci, ça, rien, puis faites ça, puis faites ci, enfin grosso modo on a l'impression un peu qu'il n'y a rien ne va dans ce manuscrit. Donc je me mets à la place de Fatou Diom qui reçoit cet appel et qui se dit, grosso modo, n'importe qui se dit mais en fait ce que j'ai fait est nul. Donc la dame elle me demande de tout refaire. Et heureusement Fatou Diom ne s'est pas laissé faire, c'était grosso modo soit tu laisses le livre tel qu'il est, je vais bien corriger 2-3 trucs si tu veux, mais sinon non, on le laisse tel que c'était. Jusqu'à maintenant on m'a jamais rien dit, je vois pas pourquoi ça changerait. Bref, elle se rebelle, et à juste titre, parce que quand je vois une plume pareille, honnêtement, comment une responsable édito peut dire faudrait tout changer? Moi, une plume pareille, je change rien, je dirais bon, bah merci, on va passer à la publication. Enfin, moi, après, je travaille pas là-dedans, mais je veux dire, les maisons d'édition sont censées être en fait le lien entre les lecteurs et les auteurs. C'est censé être juste ça. Qu'on modifie des choses ou le travail de correction, ce genre de choses, d'accord. Mais de là à dire, les lecteurs ils demandent ça aujourd'hui, donc tu vas écrire ça, parce que c'est un peu ça ce qui se passe aussi dans ce livre. En fait, elle parle de ça, de tout le milieu de l'édition, de la transformation de ce milieu-là, ou d'une époque où on laissait la liberté à l'auteur de choisir son thème, d'écrire ce qu'il avait envie, et de le publier, peut-être pas en l'état, avec un petit travail de correction certes, mais voilà, de respecter en fait l'auteur au final. On est passé à quelque chose où on demande à tel auteur, tiens en ce moment c'est ça qui marche donc tu vas écrire ça. Là en l'occurrence elle est d'origine africaine donc tu vas écrire sur l'Afrique. Mais comme elle dit, c'est pas parce que je suis originaire d'Afrique que je suis obligée d'écrire dessus. Les Français n'écrivent pas forcément sur la France, les Américains n'écrivent pas forcément sur les États-Unis. Donc pourquoi nous, Africains, on devrait forcément écrire sur l'Afrique? Amen. Merci madame. Merci. Il y a plein de sujets, elle parle tellement de sujets, mais de tellement de choses. On sent la rébellion, la colère, et en même temps, elle arrive à avoir cette forme de sagesse et de calme qui est hyper impressionnant et qui vous fait marcher au pas. Elle raconte par exemple une scène où elle est invitée dans une université avec un autre auteur aussi d'origine africaine par un professeur d'université d'origine africaine. Donc ils se disent c'est qu'ils aiment notre travail s'ils nous invitent. Enfin qu'il aime notre travail. Sauf que la première chose qu'il va dire c'est alors vos romans sont géniaux, par contre ne n'écrivez pas sur l'Afrique. Et autant l'autre auteur qui se soumet un peu, qui veut pas faire d'histoire, pas de vagues, commence à trouver un petit discours voilà, un peu bidon,
Autant elle va dire exactement ce que je viens de vous dire. Pourquoi je serais obligée d'écrire sur l'Afrique à l'heure d'internet, des réseaux sociaux et tout ce qu'on veut, si les gens ils veulent avoir des infos, ils les auront. Donc, puis il y a tellement d'auteurs africains maintenant, c'est bon. Et elle lui rappelle un peu que l'Afrique d'il y a longtemps n'existe plus en fait. Enfin, elle est d'origine, je crois que c'est sénégalaise. Euh, et elle dit le pays a tellement changé depuis l'époque que vous avez connue, que pourquoi on écrirait encore dessus? Autant laisser la place à d'autres plumes venant réellement du pays, que comme elle ne vit pas là-bas, elle vit en France, pourquoi elle écrirait sur quelque chose qu'elle ne voit pas au final, enfin qu'elle voit de temps à autre, mais c'est tout. Et je suis tellement d'accord avec tout ce qu'elle dit sur ce principe de dire aux auteurs écrivez sur telle thématique avec tel truc parce que ça marche. Moi, c'est un truc qui m'agace, c'est de plus en plus récurrent et de plus en plus vrai. Je vais prendre un cas concret. Les livres du type Deux palais. Comment c'est déjà? Ils sont pas loin, c'est pour ça que je me tourne. Oui, Un palais de colère et de brume, par exemple. Il y a plein de titres de ce genre-là. Plein. Aussi bien dans le titre que c'est de je sais pas quoi et de je sais pas quoi, il y en a 1 milliard et je retiens jamais les titres. Et en plus, quand vous regardez la quatrième de coup, c'est toujours les mêmes histoires. Bon sang, donnez-nous de l'originalité. Le lecteur a pas envie de lire 5 milliards de fois la même histoire avec les fées ou avec des histoires d'amour dans un royaume où c'est un peu forcé et au final on sait qu'ils vont finir ensemble, c'est bon, on a compris, foutez-nous la paix avec ça. Je prends ces cas-là comme je peux en prendre d'autres. Hein. À chaque rentrée littéraire, on a des thématiques qui reviennent, avec des constructions un peu différentes, certes, mais à un moment donné, ça saoule. Très honnêtement, c'est fatigant. Nous, on veut un peu qu'on... Il y a des lecteurs qui ont besoin d'être bousculés. Donc c'est bien de penser à ne pas me... Parce qu'elle parle aussi ça ce qu'on appelle les sensitive readers, là, vous savez, ces gens chargés de dire attention, ça peut blesser quelqu'un, machin. Je sais qu'elle en parle, je sais plus comment dedans, mais je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Donc on est sur la longueur d'onde, ça c'est sûr. De dire, laisser le choix au lecteur de lire ce qu'il a envie. Ne pas imposer à tout le monde quelque chose parce qu'une personne aura décidé que ça c'est pas bien. Moi je pars du principe que si on met juste des thématiques, par exemple en fin de livre, de dire attention, il y a telle thématique à aborder qui peuvent heurter la sensibilité, à la rigueur. À la rigueur. Mais moi je trouve ça aussi dangereux parce que je pense par exemple à un livre qui est en projet lu, là, il sera terminé au moment où vous verrez la vidéo. Moi je l'attendais avec impatience. Quand j'ai regardé la page du projet LUL, elle a mis en premier les thèmes abordés qui peuvent heurter potentiellement la sensibilité des gens. Et il y en a un seul, où j'ai dit non, je peux pas. Et en même temps, je pense à un autre livre que j'ai acheté sans le savoir. J'ai lu ce genre de scène qui est hyper violent, effectivement, en tant que femme encore plus. Et ça m'avait glacé les sangs. Et en même temps, je me suis dit, mais tant mieux que je l'ai lu en fait, de m'être confrontée à ça. Heureusement. Donc je me dis, ça tombe, je suis qu'une idiote en fait à ne pas avoir acheté ce livre juste parce que j'ai vu la thématique et que j'ai eu peur. Alors qu'en vrai, tout dépend de comment c'est amené, de comment c'est écrit, du but recherché par l'autrice. Si le but est juste de faire vendre, alors effectivement c'est monstrueux. Si le but est de dénoncer et de montrer que ça c'est mal, moi je dis amen. C'est pour ça que j'en ai marre de c'est ça aussi qui m'aide pas à avancer, moi, personnellement, parce que je vois ce monde où tout le monde dit ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, donc bientôt on va aseptiser tous les livres comme ça, tout le monde sera content, et en fait, bah, au final, il y aura plus de livres. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. On va faire ça, ça va être plus simple. Comme ça blesse personne. Puisqu'il faut pas blesser telle communauté, il faut pas blesser non plus celle-ci, il faut pas blesser celle-là non plus. Sauf qu'au sein de ces mêmes communautés, il y en a qui veulent lire, et il y en a qui veulent pas, et il y a ceux qui n'en ont rien à cirer. C'est un peu ça. Donc je vous dis, elle parle vraiment de ce milieu éditorial qui est un peu compliqué maintenant, avec une plume, mais j'étais waouh, voilà, j'avais un effet waouh, une plume virevoltante, voilà, moi c'est le mot qui me vient à l'esprit, avec tellement de métaphores, de poésie, qui fait que ça rend les choses d'autant plus, l'impact est d'autant plus fort parce que du coup, vous dites, elle a le droit de se plaindre et de dire ces choses-là, parce qu'avec une plume pareille, je ne comprends pas qu'on ait voulu lui faire changer ses livres. Moi, au contraire, à lire ça, j'ai envie d'acheter ses livres, de me renseigner sur ce qu'elle a fait. Peut-être pas l'acheter, déjà voir ce que c'est, mais je me dis,
On sait du coup chez quel éditeur c'était, hein, parce qu'il suffit de voir le temps de pause qu'il y a eu pendant plusieurs années pour savoir chez qui ça s'est passé. Mais elle a fait de la poésie en plus, bah, ça m'étonne pas. Hein. Honnêtement, quand je vois ça, je me dis, mais évidemment qu'elle a fait de la poésie. J'aime beaucoup cette dame, je serais ravie de la rencontrer si j'en avais un jour l'occasion. En plus, elle parle aussi justement des auteurs qui sont sous-payés, hein, parce que sans aux auteurs, il n'y a pas d'éditeur. Inversement, les auteurs, s'ils le souhaitent, s'ils en ont le courage et l'envie, peuvent se débrouiller tout seuls. L'auto-édition, ça existe aussi. Après, il y en a qui ne savent pas, hein, que je peux concevoir. Je conçois parfaitement, j'imagine la dose de travail que ça demanderait en plus du travail d'auteur. Mais si, ça se pourrait aussi. Et je pensais aux éditions Hydralune, en fait c'est une association d'auteurs, et je trouve ça limite ce système beaucoup mieux que le monde éditorial à l'heure actuelle. Après il y a des très bonnes maisons d'édition, mais il y en a d'autres. Il y en a certaines quand même, il faut dire ce qui est. Hein. Ça craint un peu. Bref, un énorme coup de cœur pour ce livre, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. J'aimerais lire un autre livre qui est dans la même veine, je crois qu'il s'appelle Sensible. Il faudrait que je retrouve. L'autrice est passée dans la grande librairie, je n'en ai entendu parler nulle part, et je me dis ouais mais non mais c'est exactement ce que je veux lire en ce moment. Donc, il faudra que je songe un jour à l'acheter ou faire un message subliminal à la famille. Oh, coucou, si vous voulez me faire un cadeau. Comme je vais plus pouvoir m'acheter vraiment de livres, vous allez pouvoir me faire plaisir. Message subliminal, bonjour. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais éviter de m'extasier encore trop sur ce livre, notamment. Donc vous voyez, 2 coups de cœur quand même. Un où je suis mitigée. Je vais pas dire déçue, mais mitigée. Et puis bah, les 2 autres sont bien aussi. Donc voilà, c'est du bon quand même. Sur ce, dites-moi en commentaire s'il y en a qui vous font envie, que vous avez lu aussi, n'hésitez pas à me dire. Si vous lisez de la poésie ou si vous savez pas par quoi commencer, n'hésitez pas potentiellement à me demander, ou encore mieux, allez voir votre libraire s'il fait de la poésie, s'il vous connaît bien, il saura vous conseiller. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!